Wak wak, wak 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 wak. Ah non, pardon, je voulais faire l'intro en pingouin, mais je me suis dit que ce serait peut-être mieux en français. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast consacré aujourd'hui à nos reviews, à nos lectures, à nos pingouins, enfin non, à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de novembre 2024. Et il n'y aura qu'une seule lecture, qu'un seul récit traité par la team ce soir qui m'accompagne. Ce sera le Pingouin tome 2. Et moi, c'est Nico. Je suis accompagné par 3 autres membres de la team Batman Legend avec Kevin. Salut, bonsoir. Mais aussi Bruno. Hello. Et Siegfried est là. Bonsoir tout le monde. Bon, messieurs, en introduction, point de pingouin, mais je vais vous demander quand même, avant de parler de ce second tome du pingouin, juste un petit tour de table, puisqu'on n'a qu'un récit à traiter. Je vous propose qu'on prenne un petit peu notre temps et que vous me disiez si vous aviez aimé ou pas, juste pour se rappeler un petit peu le contexte du premier tome, si vous aviez aimé le premier tome déjà dans un premier temps. Tiens, Kevin. Moi, oui, j'avais beaucoup aimé le premier Ouais. tome. J'avais trouvé quand même quelques passages un peu tirés par les cheveux parce que le pingouin essaye donc de reconquérir la Ouais. ville de Gotham, qui sont d'ailleurs entre les mains de ses deux enfants. Mais il y avait quand même quelques passages un peu tirés par les cheveux parce que il allait chercher de l'aide, en Ouais. l'occurrence l'aide, le monsieur qui s'appelle Ouais. l'aide. En l'occurrence, LED. Voilà. Voilà. Et ouais, j'avais trouvé ce moment un peu bizarre, enfin voilà, un peu tiré par les cheveux. Et Ouais. puis, mais sinon, globalement, c'était plutôt pas mal. Moi, j'avais bien aimé la tournure que ça prenait. Ok. On avait un pingouin puissant et tout, donc Ok. ça changeait de ce qu'on voyait. Ouais. Ouais, t'étais plutôt Le pingouin. positif du coup sur ce premier tome. C'était aussi ton avis, Bruno? Oui, absolument. En plus, moi, je suis plutôt amateur de ce genre de récit qui prend son temps de poser ou de reposer les personnages. Et j'avais beaucoup apprécié. Effectivement, j'ai été assez scotché par ce personnage qui s'appelle Led. D'ailleurs, si on pourra en toucher deux mots, parce que j'ai essayé de savoir qui c'était, d'où il venait, etc. Et j'ai pas trouvé. Mais c'est un Fallait personnage assez lire Killing pittoresque. Time. Hein? Il y a un récit qui s'appelle Killing Time et on le découvre Ouais, là-dedans, justement. Ouais. d'accord. Et oui, donc c'est tout à fait le genre de récit que j'aime. Alors effectivement, faut adhérer un peu au scénario, mais au final, Ouais. il s'appuie sur le postulat qu'on a quand même affaire à un pingouin, à un personnage qui est jamais dépourvu de ressources et qui Ouais, ouais. inspire une terreur impressionnante autour de lui, quoi. Ouais, alors rentre pas trop dans les détails parce qu'effectivement on va revenir sur le deuxième tome, c'était juste pour le premier tome. Et toi Siegfried, toi qui es plutôt on va dire pro Tom King dans l'équipe? Non, j'avais été extrêmement déçu du premier tome. J'avais retrouvé quelques qualités de Tom King, et notamment j'avais été assez impressionné par sa capacité à créer autant de personnages, enfin créer entre guillemets, mais cette espèce de la garde nationale, je crois. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle en français. je sais plus comment ils ont traduit ça. Voilà. En tout cas, il fait revenir une équipe qui existait dans les comics dans les années 40 ou 50, mais qui en fait sont tellement secondaires qu'il les réinvente complètement. Donc c'est presque Ouais, comme s'il crée de nouveaux personnages, et il parvient, dans un volume qui est quand même relativement court, à donner une vraie densité, une vraie histoire, des vraies caractéristiques à chacun de ces personnages. Enfin, quand on compare avec des auteurs qui, même en écrivant la Justice League, ne parviennent pas à écrire correctement les 5 ou 6 super-héros auxquels ils sont en train de faire vivre une intrigue. Là, cette capacité à créer autant de personnages auxquels on parvient à s'intéresser aussi rapidement, alors même qu'on se doute que la plupart vont sans doute mourir dans des circonstances atroces parce que ça reste une histoire du pingouin, il y avait une vraie force de Tom King, et de même, il y a une capacité à prendre son temps qui est un peu inattendue, d'autant que c'était annoncé en 2 tomes seulement en France, et on se demandait comment est-ce qu'il va parvenir à raconter toute une histoire complexe en seulement 2 tomes. Et globalement, j'étais quand même plutôt dubitatif parce que là, ça a resté une intrigue très cliché. Un pingouin déchu qui tente de reprendre le contrôle sur sa ville en tuant tout le monde parce qu'il est trop intelligent. Bon, on a déjà vu ça des millions de fois avec le pingouin, avec d'autres super vilains, et dans plein d'intrigues de mafia ou de cinéma. Enfin, c'est un truc. Et je trouvais que King ne parvenait quand même pas trop à s'extraire de ce cliché. Il racontait ça
correctement parce que ça reste du King, mais quand même avec un ton polar assez convenu. Et bon, j'avais quand même hâte qu'il finisse ce pingouin pour qu'il puisse retourner à des projets sérieux, qu'il arrête de perdre son temps avec ce genre de choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui clairement ne sont pas au niveau de l'exigence qu'on peut avoir de la part sur King. Et c'était même surprenant de voir que King, qui était parvenu comme à fuir la continuité, on rappelle qu'après son run sur Batman, il n'était pas vraiment retourné en continuité. Là, il y retourne sur le pingouin, ce qui peut paraître aussi une espèce de déchéance après avoir écrit Batman, juste faire une série en continuité. Donc en plus, il est contraint parce que font les autres scénaristes de ce que font Zdarsky ou Williamson, qui est vraiment pas terrible, en écrivant sur un personnage en plus mineur et dans un cadre restreint de quelques fascicules à peine. Donc voilà, je me demandais un peu ce qui était venu faire cette galère et j'étais pas forcément convaincu par le résultat après ce premier tome. Ok, oui. Alors c'est La Force Nationale, effectivement, la traduction française. Voilà. Très bien. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on entame la review du Pingouin tome 2. Tiens, est-ce que tu peux nous en parler, Bruno, de ce tome 2 ? Oui, alors, ce tome 2 il m'a semblé intéressant à plus d'un titre, en particulier sur la confrontation entre Batman et le Pingouin, sachant qu'on suit, entre guillemets, deux lignes temporelles relativement distinctes. La première, c'est l'émergence du Pingouin qui essaye, un peu à l'image de la série avec Colin Farrell, mais dans un registre assez différent, de se faire une place à l'ombre de Falcon, et en parallèle son retour aux affaires et sa reconquête du pouvoir. Et assez, je dirais, sans trop être surpris finalement de ça, j'ai été plus intéressé par le premier arc temporel qui consiste justement à le mettre en face de Batman alors qu'il cherche justement à essayer de prendre le pouvoir et de se faire une place. Parce que justement, ça explore de façon assez intéressante la psychologie des deux personnages. Et on se retrouve finalement avec deux personnages plus semblables qu'il n'y paraît, puisqu'en fait, on a deux manipulateurs l'un en face de l'autre. Alors, on le savait déjà de la part du Pingouin, puisque c'est quand même sa grande force d'être un manipulateur, ce qui est bien exploité aussi dans la série. Mais là, je dirais que ça fait même un level up sur ce coup-là. Et en face, finalement, Batman n'a rien à envier de ce point de vue-là. Il est aussi menteur, aussi manipulateur, et il est prêt à promettre tout un tas de choses pour arriver à ses fins, pour arriver à ses informations. Il l'utilise, il le manipule, tout comme le Pingouin utilise et manipule Batman. Et de ce point de vue-là, ce retour de bâton qui s'envoie l'un à l'autre, je trouvais ça assez intéressant. Bien loin des joutes complètement folles qui existent entre Batman et le Joker, on était sur un registre beaucoup plus larvé, beaucoup plus psychologique, et c'était pas inintéressant. Ouais. C'est vrai que tu disais justement que le Pingouin de Tom King, là, dans la série, enfin dans cet ouvrage, ressemble quand même pas mal. Il a quelques traits, je trouve, qui rappellent celui de la série, celui de Colin Farrell, effectivement, qu'on a traité dans un podcast récemment, suite à la sortie de la série télé. Et donc c'est vrai que moi aussi, quand je l'ai lu, j'ai eu cette impression de retrouver de grands traits qu'ils avaient repris dans la série, qui n'ont pas forcément été tirés autant dans certains autres ouvrages qui traitent du Pingouin, alors que là, on les tire vraiment, on tire la ficelle jusqu'au bout. Siegfried, quel est ton avis, toi, sur ce deuxième tome du Pingouin ? Pour le coup, j'ai étonnamment été extrêmement enthousiasmé par le tome. D'accord. De toute façon, l'alerte n'est pas loin. Oh, tu peux sonner alerte, hein, clairement. Ok. Oh, On sonne l'alerte, alors. Incroyable. Ah ben voilà, il nous aura fallu un deuxième tome du Pingouin par Tom King pour sonner une nouvelle alerte. Les amis, on va finir l'année en beauté, c'est magnifique. Vas-y, Siegfried. Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'après un premier tome qui prenait son temps, on découvre que le début du second tome, c'est une espèce de pingouin année zéro. Donc on revient dans le temps, ce qui veut dire que l'intrigue qu'on avait posée de ce pingouin sur le retour n'avance pas, puisqu'on raconte seulement comment le pingouin de simple barman, nettoyeur de toilette, puis barman des Falcons, et a fini par obtenir l'iceberg lounge, avec une
pas mal de réinventions de la part de Tom King. C'est presque étonnant parce que je suis sûr que ça contredit pas mal de choses qui avaient déjà été établies dans la continuité Rebirth. Mais bon, on n'est plus à ça près. De toute façon, c'est forcément continuité. Voilà, c'est assez amusant qu'on donne cette espèce de liberté de réinvention du pingouin alors qu'on est supposé être en continuité. Ça montre bien à quel point la continuité, ça ne veut vraiment plus rien dire pour personne. Mais c'est... Alors que justement, quand on avait vu d'autres auteurs, notamment Zdarsky ou d'autres dans les continuités Batman, réinventer des trucs à leur sauce et vraiment de façon pas du tout convaincante, parce qu'on sentait vraiment juste des scénaristes qui essaient d'inventer des trucs à tout prix en apposant leurs pattes sur l'univers de Batman, alors même que c'était fait sans aucune sincérité, sans aucune ambition et vraiment de façon assez médiocre, pas bien écrite et pas intéressante. Là, alors même qu'on pourrait estimer qu'il y a une espèce de désacralisation dans sa manière de réinventer le pingouin, parce que c'est toujours il y a toujours un côté un peu cringe quand un scénariste réinvente un personnage emblématique. Voilà, on a toujours peur que soit plutôt motivé par l'ego que par le souci de raconter quelque chose. Et là, au contraire, ça fonctionne extrêmement bien. Alors même que bon, c'est un peu étonnant parce qu'il place pratiquement le pingouin à égalité avec Batman, parce que les deux se manipulent vraiment l'un l'autre. Les deux savent qu'ils ont quelque chose à tirer de leur relation avec l'autre, et les deux savent que l'autre est en train de les manipuler. Et donc, il y a ces planches absolument superbes où Batman admet qu'il sait très bien que le pingouin est en train de dire n'importe quoi, mais il sait aussi que le pingouin sait que Batman sait qu'il dit n'importe quoi, et du coup, il le laisse juste dérouler des amas de mensonges pour attirer sa sympathie, et ne fait rien parce qu'il est plus simple de laisser que chacun joue sa partition de son côté. Et cette espèce de relation d'égalité entre les deux, mais qui ne nie pas l'intelligence de Batman et qui parvient quand même à rehausser l'intelligence du pingouin, c'est d'une finesse, je trouve, dans l'écriture qu'on voit pas beaucoup dans les comics. Où souvent ces relations, souvent quand on a besoin de montrer qu'un super-vilain est intelligent, il faut montrer que Batman est un vrai crétin en comparaison. Enfin, du coup, c'est rarement assumé. Là, vraiment, on est assez admiratif de l'intelligence des deux, en même temps de ce que chacun peut apporter à l'autre. On comprend pourquoi Batman laisse le pingouin faire tout ça. Et en même temps, on comprend à quel point le pingouin, même dans toutes ses manipulations, a tout de même besoin absolument de Batman et est à la fois terrorisé, et chacun théorise l'autre, et en même temps a une espèce de supériorité morale et intellectuelle sur l'autre. Enfin, voilà, il y a cette espèce de jeu de dupes qui est assez chouette et qui du coup s'affirme à la fois dans cette espèce de pingouin année 1, donc les 50 premières pages qui racontent les débuts du pingouin, mais avec une densité de narration que j'ai jamais vue. Enfin, quand on arrive à la fin de cette partie, on est presque surpris que ça n'ait fait que 50 pages alors qu'on dit pratiquement tout. Enfin, on construit vraiment un personnage passionnant avec ce nouveau pingouin. Et ensuite, voilà, on peut se dire, mince, il ne reste plus qu'une centaine de pages pour raconter la suite du tome 1 qui prenait son temps. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va aller à toute allure? Et en fait, bon, c'est du Tom King, du coup on va pas spoiler, mais il y a un truc qui est fait assez intelligemment. Comment dire? On peut redouter au début un jeu qu'est-ce que beaucoup n'aiment pas chez Tom King, et je peux les comprendre, de trucs un peu cérébral, de jeux de retour dans le temps, avec beaucoup d'ellipses, et qui peuvent demander au lectorat de combler les trous d'une façon un peu trop intellectuelle et qui les désinvestit émotionnellement. Parce qu'effectivement, on découvre un truc au tout début de cette histoire, et il va falloir attendre presque 80 pages pour comprendre comment on a pu en arriver à ce stade qui remet en cause tout ce qu'on a vu dans le tome 1. Donc, alors qu'on vient de se frapper justement aussi un retour, un flashback sur les histoires sur les origines du pingouin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux dans le temps. Ouais. Voilà, donc on peut avoir un peu peur de retrouver ce Tom King qui s'amuse plus avec les temporalités, qui essaie de raconter quelque chose, mais en fait, il faut juste accepter de se laisser mener par King sans se poser trop de questions, et en fait, plus on avance, plus on découvre que King va absolument tout raconter, il n'y a pas de souci, il va combler absolument tous les trous. C'est plus une manière de nous intriguer que d'essayer de jouer de façon cérébrale avec le lectorat. Donc c'est un King qui est vraiment King, c'est-à-dire qu'il utilise vraiment la plupart de ses tics, mais en même temps, il est vraiment soucieux d'avant tout de raconter un bon polar qui nous transporte, par lequel on peut se laisser mener parce qu'il cherche à être vraiment satisfaisant du début à la fin. C'est pas un King plus accessible et plus sympathique que beaucoup de choses qu'on a pu lire chez King, voilà, pour une construction d'un pingouin qui est vraiment chouette. Et il y a beaucoup de choses dans ce pingouin qui rappellent ce que King avait fait sur le Sphinx dans son One Bad Day. Notamment, voilà, cette espèce de relation d'égalité, d'interdépendance entre Batman et le pingouin, qui est exactement l'espèce de relation complexe qu'il avait avec Nigma dans le One Bad Day. Et tout ce qui avait frustré à la fin du One Bad Day, on se disait, mais c'est pas possible que ça finisse comme ça, avec cette relation un peu bizarre qui n'est pas très satisfaisante. Là, il parvient à le mener aussi loin que possible, vraiment. On peut pas dire à son terme, parce qu'il conclut pas vraiment une histoire. Le but, c'est pas de raconter une histoire, c'est de créer un personnage du pingouin qui soit extrêmement impressionnant. Ce qui, à mon avis, échoué à faire la série avec Colin Farrell, mais ça, je vous renvoie au podcast. Et alors que là, effectivement, comme il raconte une espèce d'arc de personnage qui pourrait être comparable à ce qu'il fait dans la série, mais comme il ne cherche pas à faire semblant de raconter une histoire, donc avec des hauts et des bas constants, et des péripéties artificielles, mais il cherche juste à nous impressionner avec une construction d'un personnage extrêmement complet, extrêmement bien construit, ça fonctionne. Et
je pense que c'est un des récits majeurs du Pingouin. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de récits à ce point définitifs sur le Pingouin qui essaie à la fois de dire qui est le Pingouin actuellement et comment il en est venu là. Mais c'est assez remarquable de finesse. Et voilà, je suis assez admiratif que King, après un premier tome, à mon avis, il ne savait pas exactement où il allait après avec son premier tome. Et là, quand il a compris qu'il allait faire, on a vraiment l'impression que il intellectualise un peu son propos. Il définit davantage des grands axes de construction du personnage et il y va avec une efficacité et une capacité d'écriture qui est vraiment celle d'un grand scénariste. Ouais, donc on comprend mieux l'alerte Siegfried. Kevin, de ton côté, qu'as-tu pensé de ce récit? Est-ce que toi aussi tu es positif sur le travail de Tom Alors, King? je suis positif, mais je suis à la fois un peu négatif, pour plusieurs Ah, raisons déjà que vous avez déjà évoquées d'ailleurs. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup donc le personnage du Pingouin. J'ai trouvé que voilà, c'était excellent ce qu'il a fait. Et ça a permis de le remonter par rapport aux anciens récits déjà qu'on a vus. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce récit. En plus, c'est dessiné par Stefan Subic Steven et Subic? Subic. Et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt pas mal. Et à ce moment-là, on peut comprendre que le Pingouin utilise Batman, enfin qu'ils s'utilisent l'un et l'autre à ce moment-là. Et j'ai trouvé quand même assez bizarre, comme l'a dit Siegfried, à la fin de ce récit-là, je vais pas spoiler, mais il révèle quelque chose qui met en doute justement la continuité. Enfin, de ce qu'on a pu voir du Pingouin par le passé, et il y a quelque chose qui est révélé et ça peut mettre, enfin, ça peut déstabiliser un peu le lecteur. Et après, moi, j'ai quand même un peu moins aimé la deuxième partie, donc la partie où on est dans le présent. Euh, Déjà parce que, alors niveau écriture, il y a rien à dire. C'est juste que, encore une fois, c'est assez déstabilisant de lire. Dans chaque scène, il y a des bulles, donc des voix off. Ou par exemple, il y a une scène avec James Gordon qui apparaît. Il y a une première fois, il y a un premier récit, on va dire, où il parle dans sa tête. Il est totalement hors sujet par rapport à l'histoire principale. Il parle de quelque chose. Et en même temps, on a les bulles donc, de dialogue qu'on va suivre. Et c'est ça à chaque fois jusqu'à la fin. Il y a des bulles pour Batman, il y a des bulles pour l'inconnu qui Oui, il y a promène le toujours, on chien. entend toujours effectivement Il y a les pensées toujours, voilà. d'un personnage. Ouais. Et donc, il y a toujours un rythme à suivre. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué, quoi. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons qu'il faut suivre. Ou alors c'est parce que j'étais fatigué quand j'ai lu ça, peut-être. Mais, mais j'ai trouvé que ça faisait beaucoup et du coup, ça ralentissait énormément le récit. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais du coup, cette deuxième partie-là était extrêmement longue, j'ai trouvé. Et, Ouais. mais 176 après, pages. voilà. Mais après, sinon, le récit principal, donc sans suivre les bulles de voix off, ça reste. Si on suit que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Le rythme y est, voilà, il y a aucun problème là-dessus. Par contre, Ouais. ce que C'est j'ai vrai qu'il y a aussi une moins double aimé lecture avec les voix il off, y a un une petit double peu lecture. des pensées. Ouais. C'était le cas Pensées aussi des dans le personnages. tome 1, mais dans le tome 1, j'ai trouvé que c'était un peu plus léger. Je ne sais pas trop pourquoi, mais là, j'ai trouvé que c'était un peu lourd quand même. C'était plus présent peut-être. Enfin voilà. Ouais. Mais dans la deuxième partie, euh, enfin, je ne vais pas spoiler encore, mais je sais Ouais. pas, j'ai l'impression de ne pas retrouver un peu le Batman. Enfin, je sais pas pourquoi. Pour moi, le Batman, la façon dont il se comporte avec le pingouin, on peut comprendre qu'il se comporte comme ça avec lui dans ses premières années. Ils se servent l'un l'autre. Mais dans la deuxième partie, avec tout ce que le pingouin a pu faire, enfin voilà, c'est ça aussi le problème, c'est de la continuité, c'est que avec tout ce que le pingouin a pu faire ou autre, le fait qu'il garde quand même un petit peu cet accord, enfin, Ouais. j'ai En, trouvé me- ça un en petit même peu temps, dérangeant. en même temps, je trouve qu'il y a quand même une volonté de Tom King de durcir le ton de Batman au fur et à mesure du récit. Quand même, alors peut-être pas assez à ton goût, et c'est possible, hein, mais il y a quand même il y a quand même une montée en grade au niveau du ton de Batman qui se durcit petit à petit quand même. On sent que C'est vrai, il y a quand même une différence entre le Batman qu'on découvre au début et le Batman qu'on découvre aux dernières pages, quoi. c'est vrai. Et Oui, puis, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'au mais début, on a une espèce de Batman qui est assez conciliant, parce qu'il est dans cet rapport d'interdépendance, et à la fin, comme ça se passe à peu près, on suppose, une dizaine, quinzaine d'années plus tard,
il est beaucoup plus exigeant avec le pingouin parce cette fois, il a compris que le pingouin était vraiment un criminel. Il n'y a absolument plus aucun doute là-dessus. Donc, il n'hésite pas d'emblée à le tabasser, pratiquement le torturer pour obtenir des informations parce qu'il sait de toute façon que le pingouin a besoin de lui et qu'il lui donnera ces informations quoi qu'il fasse. Donc, il n'hésite plus à le brutaliser alors qu'au début, il s'en approche beaucoup plus diplomate. Et je trouve que c'était une bonne manière, à travers le personnage du pingouin, de raconter aussi une évolution de Batman et des méthodes qu'il peut avoir vis-à-vis de la ligue criminelle pour obtenir ces informations. C'est plutôt judicieux cette manière de parler de biais de Batman en fait, et pas que du pingouin. Ouais, et puis d'ailleurs, je voudrais préciser que je pense que ça doit faire super mal de se faire casser le nez 37 fois. Mais bref, sur ce, effectivement, Tom King, on en parle souvent, hein, il est souvent associé sur des récits autour de l'univers de Batman. Et on sait que Siegfried, tu es plutôt pro Tom King en général, de manière générale, ce qui n'est pas du tout le cas de Benoît, hein, qui n'est pas là ce soir, qui devait être là mais qui n'a pas pu être là. Et il nous a quand même laissé un message en disant que cette fois, il avait quand même beaucoup aimé ce tome 2 aussi. Donc voilà, je suis content de voir que l'équipe se réunit autour de ce récit pour se réconcilier et être d'accord sur le travail de Tom King sur ce récit. Malgré tout, je voudrais relever un petit élément qu'on avait déjà relevé sur The Winning Card de Tom King déjà. C'est toutes ces insultes à chaque fois où c'est du coup censuré dans le comics. Ça vous saoule pas trop un peu à force? Tiens, moi, oui. Ben, ça tend justement à définir et à souligner le côté un peu frappadingue de l'inspectrice en question, là, dont j'ai oublié le nom. Je crois que même son nom, alors c'est un nom ouais, en fait, son nom est lui-même une insulte. et après, ouais. Mais alors, au début, ça m'a un peu énervé. Et puis au final, j'ai fini par adhérer et à trouver ça assez amusant. C'est un peu finalement, c'est des effets d'écriture qui sont un peu complémentaires et qui apportent un contraste par rapport à ce que disait Kevin tout à l'heure sur justement les bulles avec les états d'âme et les pensées des protagonistes en parallèle d'une histoire qui est soit une histoire qui les concerne, soit une histoire qui les concerne pas. C'est à la fois un peu compliqué à lire, mais ça force justement à ralentir la lecture. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça pose un rythme de lecture qui nourrit le message et l'histoire que King veut faire passer. C'est pas juste l'idée de dire tiens, j'ai trouvé un moyen d'exprimer les pensées des protagonistes. Pour moi, c'est aussi une façon de forcer le lecteur à suivre son rythme de narration. Et en ce sens, finalement, je trouvais ça assez intéressant et j'y ai assez adhéré. Ok. Ouais. Kevin, je sais que tu voulais rebondir aussi dessus. Enfin, tu avais l'air de vouloir... moi, j'avais beaucoup, j'avais dans mon article de Winning Card, j'avais beaucoup parlé de ça justement parce que dans The Winning Card, il y en avait énormément, vraiment beaucoup, et Ouais, il y en a parfois beaucoup je suis plus. d'accord. Ouais, parfois je suis d'accord, ça passe, on va dire, ça fait un peu un effet naturel, voilà. C'est comme parfois nous, on peut dire des insultes comme ça, mais parfois on ressent quand même que c'est forcé, c'est trop forcé. Et ouais, ça saoule, au bout d'un moment, ça saoule. Et tous les 2 mots, il y a un gros mot, voilà. Bon, je peux comprendre au bout d'un moment, mais là, c'est trop. Parfois, il y a des passages où c'est trop forcé. Ouais, même Et dans ce ouais, comme tome tu 2. l'as dit, Bruno, ça ralentit le récit, ça casse un peu le truc, je trouve, parfois. Ok. Siegfried, tu veux rebondir sur ça ou pas du tout? Non, en fait, je comprends même pas qu'il y ait un problème parce que ça ne Ouais, caractérise qu'un non, seul c'est pas personnage. forcément un problème, c'est une narration, enfin, c'est un élément qu'on retrouve pas souvent au final dans les récits qu'on C'est vrai que traite. c'est pas tout le temps. En plus, Et j'ai l'impression qu'il y a que Tom King qui nous propose ce genre de choses, donc je le soulève. c'est même pas quelque chose qu'il fait si souvent. Hein. Il le fait dans 2-3 œuvres. Là, en l'occurrence, il le fait sur un personnage. Il y a Ouais. aussi 2-3 insultes de Black Spider qui sont comme ça, mais ça caractérise surtout un seul personnage qui en plus doit apparaître dans Ouais. 3 planches sur l'ensemble du tome 2. Ça Bah, donne, tu vois, ça donne il y en un a tic eu de assez pour personnage que... Ouais, ça donne un tic à un seul personnage en particulier. Bon, c'est Ouais. pas... Non, mais il y Tu en l'as a eu ressenti, assez. toi, Il y en a eu... Nico? Quand t'as lu? Comment?
Tu l'as ressenti, je veux dire, toi, Nico, quand tu as Ouais, lu. ouais, il y en a eu assez pour que ça me saute un petit peu aux yeux à un moment donné en me disant, bah, tiens, Tom King, il refait un peu comme dans The Winning Card. Donc j'ai eu cette association-là et donc je Bah, voulais vous en parler. Mais dans Killing bon, Time effectivement. aussi, du coup, vu qu'il y a le même personnage aussi, Killing Ouais. Time, mais c'est vrai que The Winning Card, non, il y en a pas mal quand même. Ouais, ok. Bon, après, rien de bien méchant et Rien de ça bien méchant, n'occulte ouais. en rien la qualité du récit, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, on est plutôt positif sur ce récit, ce tome 2 du Penguin qui vient conclure donc le travail de Tom King sur le Penguin dans la continuité d'ici Infinite, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les amis, sur ce Penguin, où on va pouvoir conclure notre dernier podcast de 2024? On a à peine parlé des dessinateurs, c'est un peu dommage parce qu'effectivement on a deux Vas-y, ouais. dessinateurs, Steven On a parlé de Steven Steven Subic Subic, ouais. qui a fait un travail absolument remarquable, très très différent de ce qu'il avait fait sur le Riddler One Bad Day, où il avait, pas Non, One non, Bad c'était Day, le Riddler Year Riddler One, année 1. Ouais. année 1, ouais, où il avait une approche qui était beaucoup plus expérimentale, déconstruite, alors que là il est beaucoup plus classique, mais il se rapproche Ouais. aussi d'une espèce de veine à la Sienkiewicz, notamment en construisant son pingouin, qui est une espèce de petite boule avec des regards vides. Enfin, il y a vraiment la création d'une esthétique hyper particulière, assez à la fois monstrueuse et en même temps et en même temps insipide. Enfin, on comprend pourquoi il fait ressortir une espèce de dégoût et de mépris de la part des autres personnages, et comment en même temps il parvient à jouer de ça pour s'imposer quand il est dans un état un peu plus exubérant. Enfin, je trouve que vraiment il réussit quelque chose d'assez fort, qui est assez raccord, mais pas non plus tout à fait avec ce que fait Raphaël de la Torre, donc, qui est le dessinateur principal de la série, Ouais. de la série Pingouin, qui est aussi un peu dans le même style. Enfin, même s'il est pour le coup son trait tire davantage vers Capullo, c'est un peu plus classique, mais Ouais. je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les deux, où on sent quand même qu'on est dans la même continuité, mais où chacun apporte quelque chose de différent, ce qui est normal, puisque l'un raconte le pingouin de l'année 1, un pingouin qui se construit, donc qui forcément a besoin de faire ressentir des choses différentes du second, mais tous les deux parviennent à être à la fois extrêmement lisibles et à retransmettre un dessin qui suinte un peu quelque chose d'effrayant ou d'inquiétant, en tout cas, par le fait qu'on ne sait jamais trop qui manipule qui et où en sont les personnages. Je trouve que ça se ressent assez bien dans leur manière de représenter les différents protagonistes. Ouais, Et tu as les deux sont raison. absolument remarquables. Par contre, ils sont très classiques tous les deux pour le coup. On sait que King aime beaucoup demander à ses dessinateurs de faire souvent de tenter des choses un petit peu plus expérimentales. On se souvient notamment de sa manie de faire des grilles en 9 cases, enfin en vrai gaufrier, où c'est pratiquement la même tête 9 fois, ou des reprises de pause par exemple. C'est un truc qu'il demande à beaucoup de dessinateurs, là il le fait pas du tout. Donc on n'est pas du tout dans les expérimentales comme il a pu le faire avec Geraz, ou même ce qu'il a pu demander à Mann. On est vraiment dans un King qui se veut extrêmement lisible. Il n'y a pas de gros procédés graphiques visibles et qui font tâche. Et je trouve que c'est aussi à porter à l'honneur de King de savoir créer un polar où il intellectualise par certaines choses. On l'a dit, notamment cette idée que je trouve formidable des récitatifs, où on a tout le temps effectivement, donc pas des bulles de pensée, des pavés de texte qui retranscrivent les pensées des personnages qui rencontrent le pingouin, mais jamais de pavés de texte du pingouin lui-même. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, on sait exactement ce que pense la personne qui rencontre le pingouin, de ce qu'elle pense du pingouin, mais jamais ce que pense le pingouin. Et donc le pingouin est toujours construit parce que les autres pensent de lui, qui qu'il rencontre, que ce soit un personnage totalement mineur, que ce soit son fils, que ce soit Batman, que ce soit Gordon. Et c'est une espèce de petit gimmick, mais en même temps, il fallait avoir l'idée, et je trouve qu'il a fait fonctionner très bien. Et donc il a à la fois cette idée qui sont un petit peu intellectualisante, ou voilà, sur sa petite ellipse, notamment sur ce qui arrive à certains personnages, et en même temps cette extrême lisibilité et linéarité de l'histoire et du dessin. Voilà, je trouve que il y a un équilibre qu'il trouve qui parvient à être vraiment très chouette pour donner, c'est ce que vous disiez aussi, le lecteur est quand même actif dans sa lecture. C'est pas un truc qu'on lit à la va-vite, comme on pourrait lire avec les Batman en continuité par exemple, où on le lit, on les a oubliés aussitôt. Là, on a besoin quand même de s'arrêter sur les planches, de comprendre un peu, justement par le fait qu'il y a tellement de personnages qui pensent tellement de choses du pingouin, de s'arrêter sur les statives, de voir un peu ce qui se passe, comment les personnages se construisent, comment les relations se construisent, et pour vraiment comprendre les enjeux. Donc il y a cette volonté aussi par le dessin et par les procédés de nous mettre en activité, tout en nous traçant un récit qui se suit parfaitement du début jusqu'à la fin, en comblant tous les trous, et par lequel on peut se laisser porter. Donc c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure. Je pense que c'est un bon King pour les gens qui soit n'aiment pas King, soit essaient de le découvrir par une porte accessible, parce qu'on retrouve un peu de son intellectualisation, mais dans un contenu qui est facile à lire. Et ça, je trouve que le dessin fait partie aussi de cette démarche.
Oui, bien sûr, Et, tu fais bien de relever le dessin. Vas-y, Bruno. et d'ailleurs, oui, je trouve que le dessin, il apporte aussi quelque chose d'intéressant, c'est que malgré le fait qu'on soit sur la continuity infinite, ben moi j'ai eu l'impression justement sur cette partie-là de l'arc qui se passe dans le passé, ben j'avais l'impression de lire un petit peu la suite de Year One, sans que ce soit exactement le même dessin que Mazzucchelli. Il y avait quand même cette ambiance au-delà du côté Batman encore pas complètement accompli. Il y avait cette patine qui faisait que on avait un peu l'impression de se retrouver un peu après Year One. Et je trouvais que pour quelque chose qui se revendique de l'Arc Infinite, ben, ça apportait une sorte de cohérence quand même qui était bienvenue. Ouais, ok, oui, mais bien sûr, tu fais bien de soulever aussi, effectivement. C'est vrai Mhm. que bon, le travail de Mazzucchelli, il est quand même remarquable et remarqué. Et c'est vrai que peut-être aussi dans la colorimétrie ou dans ce que rapporte un petit peu au niveau de la couleur, on retrouve peut-être, comme tu dis, cette patine un peu. Ça joue aussi, effectivement, peut-être Le dans côté cette poisseux, ouais. impression-là. C'est ça, oui, exactement. Moi, je rajouterais Effectivement. juste une dernière chose aussi, c'est Vas-y. que j'aimerais bien quand même avoir une suite. Voilà, c'est le dernier tome. Mais ce serait pas mal d'avoir une suite pour pour savoir un peu ce qui se passe, parce qu'à la fin, c'est vrai qu'on finit sur quelque chose où il y a quand même deux ou trois questions qui restent en suspens. Et c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir pas forcément une suite du Pingouin, mais une sorte d'autre récit, enfin, je sais pas, autre chose, Ah, alors là, je pense où que ça effectivement, continue un peu. je pense qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de suite. Après, on reprend la continuité Non, principale et puis peut-être qu'un auteur reviendra sur à cet prendre le arc-là suite. d'une manière détournée, mais je pense pas que ça soit prévu, ouais, effectivement. Non, non, Je ne c'est pas pense pas. prévu, mais j'espère trouver une suite de Tom King dans cette série, parce que bon, c'était plutôt pas mal. Et puis, s'il peut continuer au moins sur un récit pour un peu globaliser tout ce qu'il a mis en place, ouais, ce serait pas mal. Ouais, C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment le mais lire, il faut vraiment le lire en continuité et se dire que c'est Ouais, pratiquement un album du Black Label. C'est plus une ouais, nouvelle construction du Pingouin hors continuité qu'un truc en continuité, parce qu'effectivement, même tout ce qu'il c'est raconte, clair. tout ce qu'il enfin, on se demande presque à la fin du volume, mais pourquoi tu as fait tout ça en fait? Pourquoi est-ce que tu as construit un Mm. Pingouin aussi intéressant, une relation avec Batman qui est aussi complexe et aussi neuve, alors qu'on sait très bien que tous les scénaristes qui vont suivre et qui déjà travaillent sur Batman vont complètement ignorer tout ça et tout refaire à leur sauce et de façon moins bien. C'est presque une Ah, petite frustration de se dire que c'est un volume en continuité alors qu'il ne construit pas de continuité, alors que si on le prend comme un volume qui est surtout un volume qui parle du pingouin, là c'est tout à fait passionnant. ouais. Mais c'est Après, exactement pour ça que j'ai il envie permet quand même aussi, d'une suite. Je ouais, comprends. il permet aussi au Penguin de se replacer sur l'échiquier de Gotham par rapport aux événements survenus dans Dark City, dans Ouais, les c'est pour premiers tomes ça. notamment. Ouais. Très bien. Ben, messieurs, je vous propose qu'on conclue ce podcast avec cette simple review sur le Penguin tome 2. Merci Siegfried, merci Bruno, merci Kevin pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici, même si ce n'était pas aussi long que d'habitude. J'en profite pour vous dire, parce que ça a été demandé plusieurs fois, que nos podcasts sont maintenant disponibles sur Apple Podcast. Voilà, c'est enfin fait, je m'en suis enfin occupé. Donc pour ceux qui veulent nous suivre sur Apple Podcast, c'est maintenant possible. N'hésitez pas vous aussi à nous donner votre avis sur le Penguin de Tom King et voir si vous êtes vous aussi dithyrambique que notre équipe. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est le dernier podcast de l'année. Et puis comme dirait le Penguin, je conclurai sur 3 mots. Wack, wack, wack. Bonne Salut fête tout tout le le monde. monde. Bonne fin d'année tout le monde, à bientôt.